Bonjour et bienvenue dans la série Nous Entrepreneurs. Je suis Eliane Hippo, je suis business coach, action coach sur Paris et j'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer et de recevoir Ludvina Sanchez, créatrice, fondatrice de Pachamamaï. Bonjour Ludvina. Bonjour Eliane, merci de me recevoir. Je t'en prie. Alors, une première question, si tu me le permets, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours d'entrepreneur. Je crois que ce n'est pas ta première expérience. J'aimerais en savoir un peu plus. Oui, effectivement, cette histoire d'entrepreneur dans ma vie, c'est toute ma vie en fait, hein. J'ai toujours été mue par quelque chose de très important qui était de suivre les impulsions de mon cœur, d'aller là où j'avais envie d'aller, de faire ce que j'avais envie de faire. Et c'est pour ça que dès la sortie de la fac et même quand j'étais encore étudiante, euh, je me suis dirigée vers une voie d'indépendance, donc j'étais entrepreneur très 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 rapidement, et c'est par la suite finalement que j'ai créé une entreprise et je suis devenue entrepreneur, mais pas que de moi-même, mais de toute une équipe. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Pachamamaï? Quelle est son activité? Quels sont vos clients? Alors, Pachamama, il a été créé avec une volonté très très forte de pouvoir apporter une solution dans la cosmétique, qu'elle soit pour l'intérêt de l'humain, avec le respect de la peau, mais aussi avec cette attention vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement, avec une réflexion sur le zéro déchet, et avec cette notion de vouloir accompagner aussi les gens dans cette nouvelle façon d'aborder la beauté et l'hygiène au quotidien, avec cette conscience sur l'impact de nos actions. Donc, Pachamamaï, c'est tout simplement de la cosmétique solide. On est pionnier en France, hein, en 2012. Personne au niveau artisanal ne fabriquait de la cosmétique en France. Je ne parle pas de Lush, hein, qui est anglais. Je ne parle pas de ce que pouvait proposer Douce Nature, qui avait une vocation plus industrielle. Mais le marché de la cosmétique solide en France n'existait pas à ce moment-là. Alors, tes clients viennent à toi tout naturellement parce que tu as des particularités. J'aimerais que tu nous parles de ces particularités, s'il te plaît. Alors, cette particularité, c'est que mon fonctionnement n'a pas été un fonctionnement commercial au début. C'était réellement un fonctionnement de personnes engagées, d'entreprises militantes. Et finalement, je n'ai pas fait grand-chose que de reproduire ce que mes anciennes expériences m'avaient apporté. J'ai toujours nagé dans le monde universitaire, de la recherche. Et quand on veut faire avancer une thématique, systématiquement, on se met en réseau, on se crée des réseaux, on travaille en collaboration avec des équipes de laboratoires extérieurs, etc. Et finalement, je n'ai fait que ça. Donc, les clients sont venus de cette volonté inconsciente de ma part de travailler en réseau, de constituer des réseaux. Les premiers réseaux que j'ai établis, c'était les réseaux du véganisme que j'ai découvert à ce moment-là, et je me suis rendu compte combien il était important qu'une entreprise puisse être elle-même militante et puisse véhiculer un certain nombre d'engagements. C'est pour ça aussi que je me suis rapprochée de la slow cosmétique, qui aujourd'hui, tout comme Cruelty Free and Vegan, oriente complètement nos chartes de formulation. Donc en gros, les clients qui viennent nous voir sont des personnes qui sont intéressées par la question d'une cosmétique saine pour la santé, d'une cosmétique engagée au niveau de la nature, une cosmétique engagée au niveau même de la question d'un sourcing éthique. Voilà, donc ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement forts. Et bien entendu, c'est des personnes qui sont aussi engagées dans la volonté, le souhait de faire mieux au quotidien quant à cet impact sur l'environnement. Donc ça, je dirais que c'était vraiment la base de nos clients au début. Et petit à petit, en fait, avec la propagation de ces idées dans notre société, de la possibilité d'avoir des gestes de consommation conscients au niveau de la beauté, et bien finalement, notre clientèle s'est élargie.
Donc, on a pu accueillir des personnes dont la thématique intéressait, même si elles n'étaient pas aussi militantes que que nos premiers clients. Et en fait, du coup, tu as étendu la communauté, puisque c'est ce que tu as créé, c'est une communauté, et tu mets en avant la notion de valeur dans une entreprise qui doit être véhiculée, mais pas simplement en termes d'image. C'est quelque chose qui doit être véhiculé à tous les niveaux, que ce soit la relation avec ses clients, la production du bien ou du service. C'est vraiment ce que tu véhicules et c'est ce que j'admire chez Pachamamaï. Alors d'ailleurs, ça veut dire quoi, Pachamamaï? Parce que je crois qu'il y a une origine derrière le nom. Ah oui, Pachamama, ça vient du nom d'une déesse andine, la Pachamama, qui représente la terre-mère. Et plus que une déesse, en fait, elle va représenter toute une philosophie euh, qui, euh, euh, qui renvoie en fait à la bienveillance, mais à la notion du cycle. Donc la Pachamama, elle va venir apporter de quoi vivre, manger à tous les êtres vivants de cette planète, hein, les hommes, les animaux, les plantes. Il n'y a absolument pas de hiérarchie là-dedans. Mais il y a un mais, elle attend un retour. Et si le retour ne se fait pas, ce cycle de prodigalité s'interrompt. Et je trouvais que ça représentait complètement ce qu'on était en train de vivre avec une cosmétique qui avait d'une certaine manière perdu son sens. Euh, Parce qu'à l'époque, je rappelle, hein, dans les années 2010, on avait pléthore de scandales sur le plastique, les molécules, le bisphénol qui viennent impacter les consommateurs, des rouges à lèvres à base de plomb, des conservateurs dont on suspectait des actions, des activités de perturbateurs endocriniens, etc. Et je me suis dit, mais en fait, on a complètement perdu la notion de ce que c'était que la cosmétique qui vient du mot cosmos, qui vient de cette notion d'ordre du monde. Et je trouvais que se remettre dans ce bon fonctionnement, respecter l'humain, respecter la terre, essayer de faire changer les choses à mon échelle. Finalement, c'était ça mon engagement, mon retour, ce que j'allais proposer finalement en remerciement de la prodigalité de la terre vis-à-vis de nous, avec toutes ces richesses qu'elle nous apporte. Et donc effectivement, Pachamamay, à la fin, on entend le i, et en quechua, parce que je suis née au Pérou, le i signifie ma, c'est ma terre-mère. Et ça vient pour moi marquer profondément l'engagement que j'ai de prendre soin de cette terre qui en retour nous permet de prendre soin de nous-mêmes. Quel joli nom et quelle belle explication. Merci beaucoup, Lupina. Est-ce qu'il y a une actualité particulière chez Pachamamaï actuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner? Oui, il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement. Euh, En réponse à toute cette période complexe pour l'économie en France et puis même dans le monde, en réponse aussi au fait que il y a une crainte et qu'on oublie un petit peu toutes les valeurs qui nous ont portés pendant de nombreuses années avant cette phase de Covid. Ma réponse a été de trouver un partenariat et de monter un partenariat absolument extraordinaire avec les laboratoires Paris-Dôme. Et aujourd'hui, Pachamamaï est abrité chez Paris-Dôme. C'est un rapprochement qui a été fait sur une logique de collaboration précédente extrêmement forte. Paris-Dôme est une entreprise très novatrice. Il y a des brevets qui ont été déposés pour la fabrication de machines très spécifiques permettant de traiter des poudres. Et, euh, et je trouvais ça pertinent justement d'allier euh, ces deux entités extrêmement fortes, Pachamamaï avec une éthique profonde et authentique, avec une connaissance des plantes, du fonctionnement des plantes, avec cette philosophie tournée sur l'ingrédient et la cosmétique de qualité, et de rapprocher tout cela de Paris-Dôme avec cette connaissance de la technique, de la fabrication et en même temps de cette entreprise qui a le souhait profond de vouloir faire bouger les choses et de faire des propositions de plus en plus cohérentes avec l'écologie.
et avec toute une procédure de réflexion sur la décarbonation. Et là, on avait vraiment quelque chose à faire ensemble, à se dire, à échanger pour créer le futur Pachamamaï. Et on voit l'engouement et le plaisir que tu as à parler de ce partenariat. C'est un très beau partenariat. Alors du coup, moi, me vient une question, c'est, mais où est-ce que je peux me procurer les produits Pachamamaï? Alors, Comment est-ce que je fais? nous avons un certain nombre de distributeurs en France. On est quand même très présent dans tout le réseau zéro déchet, dans tous les magasins des By Day. Vous allez aussi pouvoir nous trouver dans des acteurs historiques et engagés de la cosmétique naturelle ou bio. Je pense notamment à Mademoiselle Bio. Vous allez pouvoir nous trouver sur un certain nombre de sites internet, y compris le nôtre, même si actuellement nous sommes en pleine refonte du site et travail sur sur la charte graphique. Donc, Internet et puis dans les boutiques engagées. Voilà où vous pouvez nous trouver. Super. Et on mettra dans le descriptif de la vidéo tous les liens de façon à pouvoir te trouver et trouver Pachamamaï. Une question que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'il y a une fausse idée sur le métier de la cosmétique, la production de produits cosmétiques que tu aimerais balayer à cette antenne? Oui. Première idée, c'est parce que j'en ai deux finalement. La première idée, ça serait de penser que le domaine de la cosmétique est fermé à toute nouvelle entrée. En fait, aujourd'hui, on a une abondance absolument incroyable de création de nouvelles entreprises, chacune avec leurs engagements, leurs réflexions, ce qu'elle va pouvoir aborder. Moi, quand j'ai créé Pachamamaï, on m'a dit: «Ah non, mais la cosmétique, c'est sursaturé, c'est pas la peine, faut pas y aller, et cetera». Hem et je me rends compte qu'en fait, ce que j'ai pu apporter a été tellement novateur et tellement intéressant dans le marché de la cosmétique et son renouvellement, notamment sur des questions, éthiques, que ça aurait été dommage que je ne le fasse pas. Donc effectivement, premièrement, imaginer que la cosmétique est un océan rouge, oui, c'est un océan rouge, mais il y a toujours possibilité de créer des bulles bleues à l'intérieur. Je dirais qu'il y a une deuxième idée aussi qui est très importante, c'est cette notion que tout le monde peut faire de la cosmétique solide. Oui, tout le monde peut en faire, sauf que la cosmétique solide, c'est un art, c'est de la cosmétique. Et à l'intérieur, il faut vraiment réfléchir à tous les ingrédients que l'on va choisir, parce que ce n'est pas par hasard que j'ai choisi tel ingrédient et pas tel autre ingrédient dans les formulations que l'on a pu faire. Euh, les enjeux sont même plus importants parce que comme on ne met pas d'eau, finalement, la place et l'importance de telle huile, tel beurre, tel actif va avoir toute son importance dans la sensorialité du produit qui va pouvoir mousser sans agresser, apporter de la douceur sans être occlusive. Voilà, donc il y a une véritable réflexion à avoir euh, sur la formulation de la cosmétique solide. Et alors justement, ces ingrédients que tu recherches et dont tu as l'utilité au quotidien, je crois que tu fais travailler un certain nombre de partenaires du coup. Alors effectivement, je travaille avec de nombreux partenaires. La réflexion sur l'origine des ingrédients pour moi est très importante, d'où ma volonté de choisir des fournisseurs en qui j'ai confiance, qui sont capables par exemple, de faire une traçabilité de l'ingrédient. Et même, nous avons pu travailler avec des fournisseurs, mais d'origine. Je dirais, on a travaillé avec des communautés productrices pour justement pouvoir aller chercher tel ingrédient brut, même si c'est pas évident, parce qu'en fait, la cosmétique demande le suivi d'une réglementation extrêmement pointue. On ne peut pas utiliser n'importe quel ingrédient, et même un beurre de karité lui-même, pour pouvoir être utilisé, doit avoir ça de documentation pour être valide dans l'utilisation d'une cosmétique européenne. Voilà. Oui. Donc effectivement, je vais peut-être donner une petite anecdote. Quand j'ai commencé à développer ma gamme, une amie m'a dit: «Je vais te rapporter du karité du Bénin». Et quand elle est revenue, elle m'a dit: «Voilà, il faut que tu saches que c'est un karité qui vient de communautés de femmes
Parce que traditionnellement, le karité est traité par les femmes. C'est l'arbre, le karité, c'est l'arbre sacré des femmes. On dit que si les hommes le touchent, il devient stérile. Et de fait, une énorme partie de l'économie et de ce qui fait vivre les femmes trouve sa place dans le traitement exclusif du karité. Or, en Europe et dans le monde occidental, on s'est mis à avoir tellement besoin de karité qu'on a envoyé des machines pour le traitement. Et en fait, les machines ne sont pas manipulées par les femmes, mais par les hommes. Donc en fait, là, on se rend compte que même si on veut bien faire, même si on veut promouvoir la qualité extraordinaire d'un ingrédient brut, si on fait, on ne fait pas, on n'a pas une réflexion sur l'impact de cette activité économique au niveau microéconomique, au niveau de l'économie familiale, finalement, on risque de desservir ce qui se passe. Une idée de départ doit être poussée jusqu'au bout pour pouvoir en voir toutes les implications. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu fais du coup beaucoup de bien, j'allais dire, non seulement aux femmes qui utilisent tes produits, mais également aux gens avec lesquels tu travailles, parce que tu as un impact non seulement sur les utilisateurs, mais également sur les producteurs. En fait, tu crées plein d'emplois et beaucoup de bien-être autour de toi, et je trouve ça remarquable. Je pense Une, qu'effectivement, ça c'est un point qui est très important, mais puisque là, on est dans le cadre d'un échange pour les entrepreneurs, je dirais en fait que le plus important, c'est d'être capable de se faire du bien et de faire des choses pour soi. Et c'est finalement ce que permet d'atteindre euh, cette démarche d'entrepreneur, c'est de pouvoir aller se challenger soi-même, d'aller se titiller dans les coins qui font mal, le manque d'assurance ou une timidité ou autre. C'est vraiment aller se titiller pour finalement prendre soin de soi. Et à partir du moment où on est capable de prendre soin de soi, prendre soin des autres, ça devient beaucoup plus facile. ouais, je trouve ça superbe ce que tu viens de dire, parce que effectivement l'entrepreneuriat, c'est une école de dépassement de soi et ça permet de devenir quelqu'un de beaucoup plus accompli qu'on ne pourrait le faire autrement. Alors justement, si on se retourne un petit peu et qu'on imagine la Ludvina adolescente, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais lui donner? Oui, je lui donnerais volontiers un conseil que je pourrais continuer à donner à la grande Lugina maintenant, c'est de savoir s'écouter et de se faire confiance. Euh, Adolescent, bien sûr, on est attentif à tout ce qui se passe, on est ouvert au monde, mais aussi on est très perméable à ce qui se dit. Et je me suis rendu compte pendant mon parcours d'entrepreneur que parfois, j'osais pas me faire confiance et j'écoutais trop et que parfois ça pouvait aller à l'inverse, à l'opposé de que je voulais, de ce que je voulais faire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les conseils, au contraire, j'en ai bénéficié d'énormément et de conseils extrêmement sages, extrêmement porteurs, et c'est pour ça que encore maintenant, j'apprécie de collaborer, d'échanger et de partager, mais sur certains moments, il faut vraiment pouvoir s'écouter et oser se dépasser. Oser se dépasser, effectivement. Et c'est bien l'objet de l'entrepreneuriat, c'est d'oser et à un moment, quand on est aligné avec ses valeurs fondamentales et ce que l'on est, s'écouter, c'est la meilleure chose à faire. Est-ce qu'il y a une question, Ludvina, que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Je ne crois pas. Après, le domaine de l'entrepreneuriat est énorme, hein. On pourrait passer des heures, je pense, à évoquer ça. Peut-être, il y a peut-être quelque chose quand même, hein. Je pense qu'un point qui est extrêmement fort aussi quand on débute ce chemin de l'entrepreneuriat, c'est de savoir d'emblée qu'on est tout seul. Et quelles que soient les personnes dont on s'entoure, on est tout seul parce que la responsabilité, au final, elle ne repose que sur une personne, c'est soi-même. Il est de ce fait extrêmement important aussi de pouvoir avoir
soutien de ses proches. Parce que de lancer une entreprise, et je pense que c'est, quelle que soit cette entreprise, si on veut qu'elle marche, on se donne à fond. Et pouvoir se donner à fond, ça veut dire aussi que notre entourage proche doit être capable de faire des sacrifices aussi, à son tour, et de laisser de la place pour cet engouement pour la création. Voilà, ça, je pense que c'est un point qui est très important aussi à mentionner. Et l'autre point, c'est d'être capable de s'entourer de personnes complémentaires, parce que bien entendu, un entrepreneur doit savoir tout faire ou presque, mais il n'est pas tenu à l'excellence dans tous les points. Et là, je pense que de pouvoir s'appuyer sur des personnes en qui on a confiance, qui sont prêtes à relever les manches, euh, c'est un booster qui est phénoménal. C'est, ça permet de se dépasser soi-même, d'aller encore plus loin, et d'avoir aussi peut-être un garde-fou avec le regard de l'autre qui vient dire: «Bonne idée, mais attention, tel point, ne pas oublier cet aspect-là». Des regards différents qui constituent une équipe complémentaire, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement moteur et qui fait énormément de bien à l'entreprise quand elle progresse. C'est vraiment effectivement un point très, très important. Tout comme la solitude du chef d'entreprise, mais finalement, est-ce que tout être humain n'est pas un petit peu à un moment tout de même responsable de ses actes et est-ce que ce n'est pas ça finalement grandir, être devenir un être humain accompli. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Ludvina, du temps que tu nous as accordé. Nous mettrons donc toutes les informations pour pouvoir te retrouver, retrouver Pacha Mamaï dans le descriptif en dessous de la vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Je te remercie encore du temps que tu nous as accordé. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.